2 jours presque de travail sans arrêt. Vous êtes là. Bon, la salle est moins pleine qu'hier et que ce matin. Bon, le docteur Eric Solium, est-ce qu'il est là? Donc, le docteur Eric Solium, c'est un monsieur que j'ai connu seulement ici hier. Il était en séance et je l'ai connu à travers une patiente à moi qui avait un SAS sévère et qui était très mince et qui ne supportait pas la PPC. Donc, elle est allée le consulter. C'est à Paris Paris, oui. Et toi, tu travailles à Paris ou à Toulouse? Paris et Toulouse, les deux. Voilà. Elle est allée le consulter, puis il a opéré. Résultat excellent, polysomnographie post-opératoire excellente. Et donc, je lui ai demandé les coordonnées de son chirurgien. Elle m'a donné ses coordonnées. Je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il voulait participer à notre congrès de Djerba. Donc, il a accepté l'invitation et il est très content d'être là, d'après ce que j'ai su hier. Et je vous le présente pour qu'il nous parle du traitement chirurgical du syndrome d'apnée du sommeil. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous parler donc d'un sujet un petit peu tabou, puisque je voulais l'intituler à l'origine de la guérison de l'apnée obstructive du sommeil. C'est mon exercice principal, puisque c'est un petit peu ce que je vais chercher à vous expliquer. C'est un pré-rapport que je vais vous montrer. C'est en définitive par amitié par rapport à la réponse que j'ai eue et ce coup de fil du docteur Fakfak que j'ai décidé de lancer ce pré-rapport dans ce congrès, alors qu'il sera présenté dans un comité international dans un an. Et un premier mémoire a été fait et qui corrobore ce que je vais vous montrer. Et un premier article international observationnel rétrospectif sera publié en 2026 dans une revue importante. La technique dont je vais vous parler, je l'ai nommée ARA E1520, c'est une technique qui reprend les principes de la chirurgie orthognatique, mais sur lequel j'ai voulu modifier un certain nombre de points en reprenant les travaux du professeur Hermann Seller et du professeur Woolford aux États-Unis, mais principalement Hermann Seller en Suisse, qui dans les années 80 a montré qu'avec des rotations du maxillaire et de la mandibule, on pouvait envisager des guérisons de l'apnée obstructive du sommeil. Alors, pour bien comprendre, parce que j'ai vu un certain nombre de communications où différents pneumologues expliquent que dans un certain nombre de cas, la PPC ne rend pas service à nos patients avec une fatigue importante et qu'il faudrait peut-être envisager un traitement antidépresseur ou d'autres thérapies, modifier les pressions en augmentant les pressions, etc. Si on regarde bien l'anatomie d'un patient, on comprend bien que vous pouvez mettre la pression que vous voulez par l'intermédiaire d'un masque, vous pouvez changer les masques que vous voulez. Il y aura toujours un mélange de régime laminaire et de régime turbulent, avec l'apparition d'une hyperrésistance des voies aériennes, l'absence d'apnée et une fatigue insupportable pour le patient, tout simplement parce que c'est la turbulence qui va empêcher les voies aériennes de se refermer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'air va aller jusqu'au poumon. Alors, c'est riche de ce travail de Dimnek des fluides, j'ai absolument pas le temps en 20 minutes de vous l'approfondir. Et si vous acceptez l'idée que la résistance des voies aériennes supérieures et l'apnée dépend étroitement du diamètre des voies aériennes, vous comprenez que si vous doublez par exemple les voies aériennes, vous diminuez la résistance d'un facteur 16 et vous supprimez les apnées obstructives du sommeil. Je n'ai, pour essayer de lire assez rapidement, pour que je reste un petit peu dans le créneau, sur la physiopathologie. Bon, les apnées, tout le monde connaît comment ça fonctionne, mais en fait, on a deux moyens de réagir si on veut envisager une guérison de l'apnée obstructive du sommeil, soit rigidifier la membrane, les muscles du pharynx qui se relâchent la nuit. C'est l'essai clinique qui est étudié à l'heure actuelle aux États-Unis avec l'AD109, mais vous serez étonné quand vous regardez les premières études,
il ne parle que de chiffres, il ne parle pas de somnolence, ou très peu. En fait, il s'avérerait que ce médicament soit inefficace sur la fatigue, mais efficace uniquement de façon significative sur l'index d'apnée-hypopnée. Mais je vous dirais, pour le patient, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ce sera plus une aide thérapeutique pour la chirurgie que pour la mise sous machine à ventilation positive. Alors, la grande originalité de cette étude, et elle est unique au niveau international, c'est que je n'ai sélectionné aucun patient. J'ai opéré tous les patients qui venaient me voir à partir du moment où ils m'expliquaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils ne supportaient pas leur vie sous machine, ou soit parce que la fatigue persistait, soit parce qu'ils n'envisageaient pas de vivre avec une machine à ventilation positive, que ces patients aient de 15 à 75 ans. Donc il n'y a eu aucun critère d'exclusion à cette étude, ni de critères d'exclusion sur la morphologie, parce que, en général, vous êtes bien conscient que lorsqu'un patient présente une classe 2 squelettique avec une rétromaxillie, une rétromandibulie, si on avance le maxillaire et la mandibule, on va le guérir. Mais aucune étude n'a montré la possibilité d'envisager une technique chirurgicale pour 100% des patients, à partir du moment, bien évidemment, où il y a une indication clinique, c'est-à-dire où ils sont fatigués et où ils ne tolèrent pas la PPC, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas vivre avec une machine à ventilation positive. Sans rentrer dans les détails, pour ne pas interférer avec la communication suivante, mais globalement, on n'est pas obligé de faire un traitement orthodontique. On reçoit les patients, je fais une consultation, je regarde le scanner, qui, à mon avis, dégage des informations aussi importantes qu'une endoscopie du sommeil, avec moins de risques. Et si la fatigue est présente, malgré les alternatives thérapeutiques, on peut envisager une intervention chirurgicale. Ils se font poser un traitement orthodontique quelques jours avant l'intervention chirurgicale, je les opère, et ils gardent le traitement orthodontique pendant 3 mois, et ensuite le traitement est terminé. Alors, je vais vous faire cette étude sur un pré-rapport qui a déjà été publié au cours d'un mémoire par le docteur Adrien Ria, et qui porte sur 52 patients. J'ai à ce jour opéré plus de 400 ou 500 patients, et mon étude rétrospective observationnelle qui aura lieu, qui sera terminée en fin décembre 2025, portera sur 150 patients. Pourquoi 150 ? Parce que pour recueillir toutes les données avant et après, ce n'est pas très simple. En effet, les variables étudiées sont nombreuses, et quand vous travaillez en libéral, c'est un peu plus compliqué d'obtenir toutes ces variables. Donc évidemment, je vous laisse les lire, c'est assez simple, mais on s'est basé principalement sur la motivation du patient, c'est-à-dire soit un arrêt de la fatigue, ce que j'appelle SF dans mes critères, ou arrêter le ronflement. Les critères esthétiques sont peu importants, mais ils peuvent exister, et c'est surtout la somnolence qui handicape ces patients. Les paramètres squelettiques sont étudiés. Est-ce que le patient est en classe 1, classe 2, classe 3 ? Bref, c'est juste pour savoir quelle est la morphologie, le morphotype du patient. Les paramètres de l'enregistrement du sommeil, alors j'aurais pu en étudier beaucoup plus, c'est critiquable, mais j'ai voulu me calquer à la nomenclature internationale en reprenant la majorité des articles qui étaient publiés, à savoir l'index d'apnée-hypopnée, l'indice bien sûr et l'indice de désaturation en oxygène. Bien sûr couplé à l'interrogatoire avec l'indice d'Epworth. Nous avons fait des mesures radiologiques, préopératoires, post-opératoires, et quand vous voyez par exemple ici un scanner d'un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil et qui ne tolère pas la machine à ventilation positive et qui est toujours fatigué, il n'y a pas besoin de faire médecine pour comprendre que ce patient ne peut pas respirer. Il y a un goulet d'étranglement, donc il est inutile, il me semble plus cohérent d'envisager de lever le goulet d'étranglement. Alors,
les motivations principales de ces patients, eh bien, ce sont principalement des motivations, vous voyez en bleu, c'est-à-dire des patients qui ne veulent plus être fatigués. Alors certainement, j'ai un biais de recrutement, puisque les patients qui viennent me voir, ils ne viennent pas me voir quand tout va bien. Ils viennent me voir uniquement quand ils sont en échec thérapeutique. Donc ce n'est pas du tout une prise en charge qui s'oppose à la machine à ventilation positive ou à l'orthèse avancée mandibulaire. C'est une prise en charge qui est une aide aux patients qui ne tolèrent ni l'un ni l'autre ou qui ne veulent pas vivre avec une aide ventilatoire, que ce soit une OAM ou une PPC. Alors quelques exemples, et après je vous donnerai les résultats. Une patiente classique qui est sous machine depuis l'âge de 10 ans, qui présente une apnée obstructive du sommeil. Vous voyez ici une reconstruction des voies aériennes. Bon, il n'y a pas vraiment de goulet d'étranglement, mais n'oubliez pas la formule qui veut que la résistance à l'écoulement est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4. Donc si vous augmentez un tout petit peu le rayon du pharynx, eh bien, vous allez libérer et faciliter la respiration par un facteur 16, ce qui est quand même, vous l'imaginez, quelque chose de très important. Pour cette patiente, on a reproduit le protocole de l'ARA E15-20, c'est-à-dire avec une avancée, rotation, et vous voyez que son index est passé de 50 à 4,9. Ce n'est pas toujours aussi flagrant. De temps en temps, on a des résultats un petit peu moins intéressants, mais là, c'était pour vous montrer. On a une augmentation du volume des voies aériennes, on a un visage qui n'est que peu modifié, ou du moins s'il est modifié, c'est dans le sens d'un rajeunissement. Là, vous avez ici la technique. Regardez le volume des voies aériennes en post-opératoire. Comment passer à côté? C'est totalement extraordinaire. Donc, je vais vous donner quelques exemples comme ça, et après on va discuter des résultats. Quand le patient est un petit peu birétro, vous savez qu'on est tous birétro. On a tous, enfin en tout cas en France, la majorité des patients que je vois ont été traités par un traitement, ont été pris en charge par un traitement orthodontique à l'adolescence. Dans un certain nombre de cas, avec, ou dans l'immense majorité des cas, sans extraction de prémolaire. Mais on a, dans tous les cas, forcé un recul du maxillaire pour compenser déjà un recul mandibulaire. Donc vous n'avez pas de place pour la langue, parce que vous êtes en classe 2 squelettique, c'est-à-dire que votre mâchoire du bas est en arrière, et en plus, vous allez, pour mettre les mâchoires les unes en rapport avec les autres, vous allez faire un recul de la mâchoire du haut, et donc vous vous retrouvez avec une birétro maxilli mandibuli, et nécessairement une apnée qui apparaît 10 à 15 ans plus tard. Donc il n'y a pas eu de traitement orthodontique, on a le résultat ici dentaire, on a le résultat on passe d'un index de 40 à un index de 0,6, et une augmentation du volume des voies aériennes ici qui est à peu près de 2,5. Nous avons une amélioration du sourire, une amélioration importante, et on reproduit ce schéma. Un autre patient, on va essayer d'augmenter les index d'apnée-hypopnée. Que faire quand vous avez un patient avec un index de 62 qui ne tolère pas la machine, ou du moins qui, malgré la machine, alors je ne dis pas que sous machine il a un index de 62, mais c'est-à-dire qu'il est fatigué sous machine et qu'il est évident que lorsqu'on est sous machine, l'index va disparaître puisque vous êtes en pression positive. Donc ça, la question ne se pose pas. Mais il a une fatigue très importante puisqu'il l'évalue de façon subjective à 6 à 7. C'est le patient avant et après, donc pas trop de modification du visage, pas un petit rajeunissement peut-être. Et vous avez ici également le résultat. Alors vous voyez ici, on a un arc que l'on voit très bien sur la... ça c'est peut-être un... Je ne sais pas ce que c'est un laser, ça peut-être. Non, peut-être pas un laser, je ne sais pas. Enfin bon, ça n'a aucune importance. Vous voyez qu'il y a des arcs chirurgicaux. C'est les arcs qu'ils ont pour faciliter l'intervention chirurgicale et qui sont retirés au 2e, 3e mois. Ici, vous avez une augmentation du volume des voies aériennes d'un facteur 3, avec un index qui passe quand même de 62 à 1,6. Ah zut, on a du mal à passer. Voilà.
Ici, vous avez les mouvements qui ont été réalisés avec une avancée du maxillaire et surtout une avancée mandibulaire, parce que vous pensez bien que si l'orthèse est efficace pour un patient alors qu'elle n'avance pas à plus de 7 mm la mandibule, si vous avancez la mandibule de 15 mm et que vous libérez les voies aériennes au niveau du maxillaire, eh bien, ma foi, la guérison va être actée. Un autre exemple d'un cas difficile, vous avez ici un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil avec un index de 100, un Epworth à 18, une hypertension artérielle apparue sous machine à ventilation positive. Vous savez que les études internationales ont montré une amélioration de la tension artérielle pour les patients sous-PPAC de 1 à 3 mm de mercure. C'est bien, mais enfin, ce n'est pas non plus, je dirais, extraordinaire. Et vous avez ici une amélioration de l'index d'apnée-hypopnée, puisqu'on passe d'un index de 99,4 à un index de 4,6, un index d'Epworth de 18 à 7. Et dans l'étude observationnelle rétrospective que je suis en train de réaliser, on se rend compte que la tension artérielle pour les patients qui étaient hypertendus avant l'intervention chirurgicale, après le 3e mois, diminue avec une amélioration significative. Et pour certains patients qui étaient sous trithérapie, un arrêt de 1 ou 2 médicaments. Alors, pour bien comprendre pourquoi j'envisage les interventions de ces patients, eh bien, je ne sais pas si on peut regarder, ça c'est juste avant une intervention chirurgicale. Voilà. La langue, elle sort spontanément dès que vous ouvrez un tout petit peu la bouche. Alors, vous allez dire, oui, bon, on n'a qu'à rentrer la langue dans la bouche, on met une machine à ventilation positive en pression positive, on augmente les pressions et on va libérer et on va guérir le patient. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des micro-réveils avec un tel attirail? Et c'est une question de bon sens. Là, vous avez l'étape intermédiaire, c'est-à-dire que je suis au milieu de l'intervention chirurgicale, j'ai modifié le maxillaire par rotation, et vous voyez que j'ai une avancée de 2 cm de la mandibule. J'ai déjà libéré la langue, vous voyez que la langue ne sort plus du visage, elle est en bonne position, et en avançant la mandibule, on va encore augmenter la libération de l'espace de la langue, c'est fondamental. Regardez la libération des voies aériennes. Alors, ce qui est paradoxal, plus l'apnée est sévère, plus la fatigue est importante, plus la probabilité de guérison est importante avec cette technique. Vous avez ici la différence avant-après. Je vais vous montrer un autre exemple, et après on va donner un petit peu les résultats. Un patient qui a été avec le résultat au niveau du visage, avant-après. Avant-après de profil, vous voyez qu'il n'y a presque pas de modification du visage. Vous remarquerez qu'il y a un amaigrissement du patient. Son amaigrissement a été rendu possible parce que, justement, comme on a supprimé les apnées obstructives du sommeil, eh bien, il a pu commencer à maigrir. Parce que tant que vous avez de l'apnée, pouvoir maigrir est très excessivement compliqué à cause de la balance entre le cortisol, la gréline, l'hystérine. C'est vraiment, on a des balances hormonales qui font que l'amaigrissement est très compliqué. Et puis les patients, ils ne dorment pas la nuit, donc ils vous le disent. Première chose que j'ai envie de faire le matin, c'est d'ouvrir le frigo et de manger. Vous avez ici, donc très souvent, les patients, une fois qu'ils sont guéris, ils maigrissent spontanément. Vous avez ici le rapport dentaire qui est peu modifié. Bon, et puis on peut comme ça modifier, égrener les résultats avant-après, des index des patients qui sont guéris, avec des techniques relativement, je dirais, classiques. Ce n'est pas des interventions qui sont très douloureuses, elles sont inconfortables pendant 15 jours. Bien sûr, ça nécessite une hospitalisation de 2 journées. Et un volume des voies aériennes qui est systématiquement modifié. Là, vous voyez que le volume n'a pas beaucoup été modifié, mais c'est simplement parce qu'on a pu libérer les voies aériennes au niveau d'un goulet d'étranglement. Pour bien comprendre, c'est que c'est une technique qui va se poser la question de la libération des voies aériennes au niveau nasal, au niveau basi-rétrolingual,
rétrovélaire et sur l'intégralité du cheminement du pharynx, et tout en augmentant le diamètre ou le rayon du pharynx de 1,5, 2, 2,5, ce qui provoque des diminutions de résistance des voies aériennes de facteurs qui sont supérieurs à 16. C'est absolument considérable. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais des tableurs comme ça avec tous mes chiffres, j'en ai des dizaines. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, ce n'est pas uniquement les bons résultats, il y a aussi des mauvais résultats, mais c'est ce que nous allons voir. Et c'est, en ce qui me concerne, je pense, une technique non seulement prometteuse, mais qui va peut-être supplanter la prise en charge, ou du moins rendre la prise en charge de l'apnée obstructive du sommeil pour les patients qui sont en échec thérapeutique avec la machine à ventilation positive de façon beaucoup plus simple. Il y a maintenant une solution. Vous voyez un index d'apnée alors déjà sur les somnolences de Epworth, c'est le plus important parce qu'en fait, on n'opère pas des patients parce qu'ils ont un index élevé, on opère des patients parce qu'ils sont fatigués. Alors, ce qu'ils me disent, moi je suis fatigué, trouvez-moi une solution. Bah, écoutez, voilà une des solutions que je peux vous proposer. Vous avez essayé l'orthèse, ça ne marche pas. Vous avez essayé la PPC, vous n'êtes pas compliant, ça ne marche pas. Bon, on a des résultats ici avec des Epworth qui diminuent de façon considérable, qui passent souvent de 15, 18 à 2, 3, 4. Je vous ai montré des résultats qui étaient encore plus intéressants, parce que c'est de mon étude plus récente que les résultats que je vous indique, qui sont un peu plus anciens, puisque c'est le pré-rapport qui a été déjà publié. Globalement, on a un indice Epworth qui passe de 20 à 77 en moyenne à 6,07. Donc c'est la technique non seulement chirurgicale, mais de toutes les prises en charge la plus efficiente dans le traitement de l'apnée obstructive du sommeil. Et bien sûr, on corrige dans le même temps la résistance des voies aériennes supérieures. Donc on a un index d'apnée qui diminue de 75% en moyenne. Et donc, dans ce pré-rapport, on peut envisager, en reprenant les protocoles internationaux, je dirais, une guérison entre guillemets, puisque de l'ordre de 80%, c'est-à-dire avec une diminution de plus de 50% et avec un index inférieur à 20. Vous avez aussi les résultats ici de l'IAH de façon brute, avec des extrêmes, mais vous voyez qu'on est systématiquement en post-opératoire avec des taux d'index d'apnée-hypopnée relativement proches de la normale. Ça, c'est un poster qui avait été établi, donc je vous ai redonné que la conclusion. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'ils ont été réalisés sur une cohorte sans aucun critère de sélection autre que la fatigue. Et pour ceux qui doutent de l'intérêt d'opérer un patient qui est fatigué, je vais vous montrer une patiente, et j'espère qu'on va bien entendre, et si jamais la vidéo ne passe pas, je demanderai à la régie de le remettre comme elle me l'avait proposé de façon indépendante, car c'est pour vous montrer un petit peu le désespoir d'une patiente qui est fatiguée du matin au soir, qui est en échec scolaire, qui a un syndrome dépressif. Ce n'est pas son syndrome dépressif qui la fatigue, c'est parce qu'elle est déprimée parce qu'elle ne peut pas respirer, et pour lequel personne ne lui donne de possibilité d'envisager une vie meilleure. Alors, j'espère qu'on va pouvoir bien voir. Là, je la vois, on est à 24 heures, post-opératoire immédiat, et quand je rentre, je suis surpris de voir la patiente pleurer. Donc, je lui dis, écoutez, est-ce que ça ne vous dérange pas que vous m'expliquiez ce qui ne va pas? Et je lui dis, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais enregistrer, et comme ça, on comprendra s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Alors, il faudrait recommencer. Vous allez mettre la vidéo, si ça ne vous dérange pas, avec le son. Ce que vous m'aviez proposé, parce que si on n'entend pas le son, vous pouvez la faire indépendamment de moi, vous pouvez la mettre. Oui? Vous voulez que moi je la remette? Alors, je repasse. Il faut que le son soit vraiment bien. Non, il n'y a pas le son. Alors, je connais par cœur ce qu'elle me dit, mais c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment excessivement émouvant. Vous pouvez revoir pour la régie, puisque oui, c'est bon.
Alors, je repasse. Et vous ne pouvez pas le passer directement? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux passer la diapo suivante ou pas? Sinon, je vais vous dire ce qu'elle me dit, mais... Est-ce que je peux le faire? Je passe la diapo ou pas? Merci. Oui? Non? Vous êtes rassurée, madame? Oui. Excusez-moi, on est fatigué. Personne ne vous avait parlé de cette En fait, la intervention patiente, chirurgicale? Non, on voit très jamais. bien. On l'a connu Et que... on n'a pas le son, mais c'est pas grave. Et puis par le docteur Aubac aussi. Tout à fait. Oui, Ouais. Je dis, mais pourquoi tu C'est elle pleures? qui nous a conseillé de venir Elle me nous voir. dit, c'est elle qui nous je a pleure de orienté joie. vers vous. Ok. Elle a 16 Bon, ans. bah, très bien. Et Merci. je dis, mais pourquoi tu Ouais, pleures donc. de joie? Elle me dit, parce que je me sens Est-ce que tu vivre. peux me dire pourquoi tu pleures? Je dis, mais pourquoi tu te De sens joie. vivre? De joie? Et pourquoi? Elle me dit, parce que je respire. Que j'ai envie. Et je dis, mais Tu sens que tu tu n'as jamais revis? senti que tu respirais de ta Tu t'es vie? opéré quand? Elle m'a dit, j'ai jamais senti que je respirais de ma vie. C'est la première fois de ma vie. Hier. Ça fait Et tu 10 ans sens que que je tu suis sous respires? machine à ventilation Oui, positive. je me sens vivre. Et je me sens vivre. Et elle s'effondre en larmes. Et ensuite, vous voyez sa maman qui est à côté, qui est en larmes également, et qui me dit on ne vous croyait pas. Parce qu'en définitive, dans le combat que je mène sur la guérison de l'apnée obstructive du sommeil, je suis assez seul. Car en fait, les praticiens n'incitent pas trop aux patients à se faire opérer. Donc j'opère souvent seul, en accord avec le patient, pour leur trouver des solutions. Mais ça marche vraiment bien. Et donc c'est ce que je voulais vous témoigner. Je regrette que vous n'ayez pas entendu cette vidéo, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je l'ai témoigné avec ce que j'ai pu vivre de ce témoignage. Et c'est tout ce qui m'importe. Donc, si j'ai un message à faire passer, quand vous prenez en charge des patients, réfléchissez tout de même, je pense que c'est important, aux alternatives. La chirurgie, ce n'est pas l'alternative de dernière intention. Pour certains patients, ça peut être l'alternative de première intention. Pour certains patients, ça peut être l'alternative de milieu de parcours, parce qu'ils en ont marre à un moment donné, ils veulent faire le tour du monde, ils se disent moi, avoir une machine, ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi des patients qui viennent d'Afrique, qui viennent me voir directement, parce qu'il y a des coupures de courant dans certains pays, et donc ils me disent moi, c'est pas possible, je ne survis pas si je n'ai pas la machine. Est-ce que vous n'avez pas une solution pour que je puisse vivre sans machine? Et puis, il y a aussi des patients qui, d'emblée, ne veulent pas vivre avec une machine. Et je pense qu'il ne faut pas les culpabiliser. Il faut simplement leur dire, écoutez, vous ne voulez pas vivre avec une machine, on a aussi des solutions. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont une apnée obstructive du sommeil. Donc, sur ce milliard, il y a nécessairement des patients qui vont bénéficier de la machine à ventilation positive, d'autres de la machine avec des traitements médicamenteux, d'autres peut-être de l'orthèse, qui n'est qu'une pâle copie de la chirurgie, et d'autres enfin de la chirurgie. Et tout ça pour rendre service à nos patients et leur rendre, si possible, la vie meilleure. Merci. Merci beaucoup, Dr Solium. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Zoé, allez, Zoé, Madame Malge. Merci beaucoup pour ce beau exposé. Ma question, en fait, par rapport à la rééducation myofonctionnelle orofaciale. Le geste chirurgical ne permet pas toujours d'avoir des résultats aussi spectaculaires comme les premiers cas, c'est-à-dire le fait qu'en fait descendre à 22 aux alentours de 20, c'est un résultat classique après la chirurgie. Donc, est-ce que vous faites dans votre pratique la rééducation myofonctionnelle pour ces patients? Alors, une double précision. La chirurgie dont je vous parle, c'est une chirurgie personnelle que j'ai mise au point. Donc, à moins que j'ai opéré certains de vos patients, on a une amélioration beaucoup plus importante que pour une chirurgie orthognathique classique. Premier point. Deuxième point, et après je vais répondre à votre question. Sur l'index d'apnée-hypopnée, il ne faut pas trop se focaliser sur l'index d'apnée-hypopnée. Je dirais, c'est important, mais ce n'est pas fondamental pour la vie d'un patient. Moi, vous avez raison, on est sur des taux d'amélioration clinique ou des patients qui me disent « je ne suis plus fatigué et je suis sevré de la machine » dans plus de 95% des cas. Le vrai chiffre, c'est 98%.
mais j'attends de l'étude de ma dernière cohorte. Et sur un index qui est effectivement inférieur à 20 et diminué de 50, on arrive à 80%. Et qui soit inférieur à 5, on est encore en dessous. Mais ce n'est pas très grave, hein, parce qu'un patient qui va avoir 8, 9, qui avait 60 au départ, s'il n'est pas fatigué, c'est bien. Concernant la rééducation oro-maxillofaciale, elle est obligatoire, systématique, et je tiens simplement à rappeler que je pense faire partie de ceux, ou peut-être celui, qui a mis au point et qui a insisté sur un premier congrès que j'ai organisé il y a 25 ans en France, de l'intérêt de la chirurgie, de la rééducation kinésithérapeutique après chirurgie orthognathique par rapport à la rééducation linguale. Et on savait déjà à l'époque qu'on améliorait les troubles ventilatoires par cette chirurgie, puisque pas exactement cette chirurgie, mais la chirurgie orthognatique, ça a été démontré dans le rapport de Stanford dans les années 80. Le professeur Hermann Seller a publié sur la rotation fin des années 80, et cette technique dans la RA-E1520, qui n'est pas révolutionnaire en tant que telle, mais qui permet, qui n'est pas révolutionnaire dans la technique, mais qui est révolutionnaire dans l'indication. Puisque comme vous l'avez compris, je n'opère pas que les patients qui sont en dysharmonie dentomaxillofaciale, mais tous les patients qui sont fatigués et qui, bien sûr, le souhaitent. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention intéressante. J'avais beaucoup de questions, mais je ne sais pas par laquelle commencer tout à l'heure. Mais juste, je vais prendre une seule question. Vous avez dit que vous avez développé une nouvelle technique personnelle. Performer, plus que développer. Performer. Ouais. Une nouvelle technique personnelle. Est-ce que vous avez comparé de façon, j'allais dire scientifiquement, par rapport aux autres techniques qui sont habituelles, disons, et quel est juste et quel est l'intérêt sur tous les plans? Moi, je ne connais pas votre technique, mais ça m'intéresse de nous éclairer dans ce sens. Oui, je comprends très bien votre question. En fait, il faut relativiser. La technique, elle existe. D'accord? C'est l'indication qui a été modifiée en modifiant les critères. C'est-à-dire que globalement, quand on fait une chirurgie orthognatique, on va casser le maxillaire, on va casser la mandibule, on va les avancer. D'accord? Donc, on va libérer les voies aériennes. Ça, c'est la technique classique, celle qui a été expliquée par dans l'université de Stanford. Ensuite, il y a le professeur Hermann Seller qui a modifié un petit peu en faisant des rotations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu compliqué. Quand vous prenez deux corps et que le premier, vous le tournez de cette façon et que l'autre, il peut tourner comme ça, vous voyez que plus vous tournez, plus vous libérez, plus le point qui est postérieur, qui est distal, s'éloigne, et donc plus les voies aériennes s'élargissent, forcément, puisqu'elles sont sous-tendues par le voile osseux et par l'apophyse génique, au niveau de la partie postérieure de la symphyse, et vous allez forcément avoir besoin d'avancer la mandibule. Donc là où mon originalité est importante, c'est que avant cette étude, on disait on n'opère que les patients qui ont un décalage maxillaire ou mandibulaire, ceux qui ont une rétromandibulie ou ceux qui ont une rétromaxillie. Et moi j'ai dit non, avec cette technique et en dosant bien les déplacements, d'où la quantification E1520, qui sont les détails de la quantification, on peut opérer 100% des patients, même des patients qui sont en bipro. J'ai opéré beaucoup de patients qui viennent d'Afrique, qui sont en bipro et qui sont fortement améliorés ou guéris en post-opératoire et qui n'ont pas eu de modification morphologique du visage importante. Donc mon originalité, elle est véritablement là, plus que dans la technique en elle-même, stricto sensu. Y a-t-il d'autres questions? Bernard? Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Mais une petite question par rapport aux effets secondaires. Puisque vous coupez les os, là, vous coupez des deux côtés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des ruptures nerveuses et après des problèmes de sensibilité? Oui, tout à fait. Oui, c'est, il faut pas voir que le bon côté. C'est une intervention chirurgicale. Donc les suites, les patients en post-opératoire, je vais vous donner les suites et les complications. Ça, on va être parfaitement clair. Comme il y en a d'ailleurs dans la machine à ventilation positive, hein, des complications. Au niveau chirurgical, les suites, elles sont simples. Ce sont des interventions qui sont peu douloureuses,
excessivement inconfortable, avec une fatigue post-opératoire importante qui est différente de la fatigue de l'apnéique. C'est une fatigue post-opératoire, un trouble de sensibilité de la lèvre inférieure et du menton qui est systématique post-opératoire et une alimentation molle pendant 2 mois. Ensuite, les séquelles, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complication? Eh bien, il peut y avoir comme complication c'est la plus fréquente, une non-récupération ad integrum de la sensibilité de la lèvre et du menton qui survient dans à peu près 2 à 5% des cas. Et même quand ça arrive, ce n'est pas une paralysie faciale et certains patients vont s'en plaindre un petit peu, mais quand on fait la balance bénéfice-risque d'avoir un trouble de sensibilité de la lèvre inférieure et ne plus être fatigué, il n'y a aucune comparaison. Moi, les patients, il faut bien se rendre compte de ce que ça provoque de ne pas dormir. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'apnée, mais je voulais comprendre mes patients. Donc, je me suis mis un réveil que je me suis mis à l'autre bout du lit, qui était programmé toutes les 2 minutes. Ça faisait mes micro-réveils, le temps d'aller l'éteindre. J'ai tenu 3 jours, j'avais une hypertension artérielle qui est apparue. J'ai dit, c'est bon, je veux dire, impossible de travailler, c'était terminé. Bon, je l'ai fait en vacances, je vous rassure, pas la veille d'opérer. Dis-moi, Eric, s'il te plaît, est-ce que ton intervention est actuellement validée? Parce qu'il y a toujours un problème de validation. Oui, enfin, elle est validée. Elle est validée en ce sens que alors, mon intervention, ce n'est pas la mienne, mais cette intervention chirurgicale est validée, bien sûr, puisqu'on a de nombreux articles dans la littérature internationale. Dans la littérature internationale, les études multicentriques ont prouvé que c'était la meilleure technique pour envisager une guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Mais il y avait toujours ce « mais ». Ah oui, mais parce que les patients, ils ont une classe 2, c'est-à-dire qu'ils ont la mandibule qui est en arrière. Ah oui, mais c'est parce que le patient, il a une typologie faciale qui fait que c'est possible. Et moi, j'ai dit non, on peut opérer tous les patients. Et mon étude observationnelle rétrospective, elle va être publiée dans une étude internationale. C'est pour ça que je suis assez prudent quand même dans ce que je dis et qui va apparaître en 2026. Et je suis aidé par l'intégralité des chercheurs de Ramsay Santé France qui collaborent avec mon étude parce qu'ils ont jugé qu'elle était non seulement pertinente, mais qu'elle allait changer un petit peu la prise en charge de l'apnée. Oui. Moi, après, je voudrais avoir l'avis d'un prestataire de service. Ah, je pourrais vous raconter une anecdote sur les prestataires de services. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, parce que ça me trouble un peu. C'est une présentation sur laquelle il n'y a eu aucune référence bibliographique. J'ai rarement vu ça. Ah bah je trouve regrettable que vous n'ayez pas mis une seule référence bibliographique. Oui, c'est très étonnant dans un congrès qui se veut scientifique de voir des présentations comme ça. Oui, mais alors vous allez sur PubMed Medline, vous allez taper un mot-clé, orthognathic surgery, d'accord, et sleep apnea, et vous retrouvez toutes les références biographiques, en tout cas sur mon site internet, sur le mémoire d'Adrien Heria. Je peux même vous les donner sur mon ordinateur, je les ai là. Pourquoi je ne vous les ai pas montrés ? Mais parce que pour moi, comme vous le dites, dans un congrès international, et que je pense que vous lisez la littérature, ces résultats ne font pas l'objet d'inquiétude, puisqu'on sait que ça marche. Je veux dire, des articles, il y en a des centaines et des centaines sur la chirurgie orthognathique, et qu'on ne les connaisse pas, c'est une chose, mais si on les connaît et si on a une culture scientifique, on sait que la chirurgie orthognathique marche parfaitement bien, et c'est la meilleure technique. Vous me diriez les amygdalectomies, je vous dirais l'amygdalectomie, ça ne marche pas. La septoplastie, jamais la septoplastie n'a permis de guérir un patient d'une apnée obstructive du sommeil. Une UVPP, jamais une UVPP n'a permis à un patient de guérir d'une apnée obstructive du sommeil, sauf cas excessivement particuliers, avec des taux de récidive qui sont supérieurs à 60%. Non seulement ça marche, et vous auriez pu me poser la question, qui à mon sens aurait été vraiment pertinente, de savoir ça marche au 3e mois ou à la première année, mais qu'en est-il après 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, les études l'ont montré, c'est efficace après 20 ans. On a 80% de maintien de l'index d'apnée-hypopnée après 20 ans suite à cette chirurgie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si vous faites une corrélation entre les patients qui n'ont pas été opérés, qui ont 20 ans et 20 ans plus tard, vous allez être étonné, même ceux qui ne sont pas opérés, il y en a 20% pour lesquels une apnée obstructive du sommeil va apparaître. Donc, oui. Donc c'est une technique qui marche et qui est parfaitement efficace. S'il vous plaît, Eric Azoir de Nice, je ne remets pas en cause votre expertise, vos compétences d'ORL, mais par contre, ce que nous vous a présenté,
n'est pas en accord avec les règles de bonne pratique de recherche clinique et le tribunal de Nuremberg. Donc, je ne l'ai pas encore publié, je m'excuse. Non, mais ce n'est pas acceptable de ne pas respecter les règles de bonne pratique de la recherche clinique. Je vous le dis. Préciser, je serais intéressant d'avoir vos précisions. Le consentement, l'explication. Si vous voulez, mais alors dans ces conditions, j'ai tous les consentements. Non, mais attendez, puisque là vous m'accusez, je vais me permettre de vous donner quelque chose d'excessivement sérieux. Quand on fait un article scientifique, on a un certain nombre d'obligations médico-légales à respecter. Elles sont toutes respectées. Est-ce que c'est un article ou est-ce que c'est une communication? Est-ce qu'en 20 minutes, vous voulez que je vous montre les centaines de signatures de mes patients? Et d'ailleurs, je vous rappelle, puisque vous êtes, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, ce n'est pas tant qu'il faut un consentement éclairé du patient, pas du tout. Il faut juste savoir si le patient accepte que ces informations soient divulguées de façon anonyme. Et il a un droit de recours parce que c'est une étude observationnelle rétrospective. Et je n'ai pas modifié, ce n'est pas une nouvelle technique chirurgicale, c'est une technique chirurgicale qui existe, qui a déjà été validée. Donc si, je suis désolé, sur toutes les conférences que j'ai vues précédemment, je n'ai vu aucun consentement de patient, et pourtant c'était leur scanner, c'était leur radio. Excusez-moi, je fais exactement la même chose. Donc je veux bien croire, j'ai l'habitude, vous savez, je suis attaqué depuis 20 ans que je fais ce travail, mais il n'y a qu'un seul type de personne qui ne m'attaque pas, ce sont mes patients. Merci, docteur Solium. Je tiens juste à faire une petite remarque. Le docteur Solium, je l'ai connu à travers une de mes patientes qui a un certain nombre d'apnées du sommeil, qui était mince, mais qui a un SAS quand même sévère, qui ne supportait aucun traitement. Et j'ai suivi l'affaire. Il l'a opéré. Je l'ai suivi par la suite sur le plan médical. Je lui ai refait les examens, je l'ai interrogé et son état s'est normalisé. Je peux le témoigner pour ça. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai contacté, je lui ai demandé de venir nous faire une présentation. Voilà. Je tiens à remercier le docteur Fakfak, mais aussi je vous remercie même pour ceux qui sont dubitatifs, car je pense que c'est en discutant, en échangeant, qu'on peut progresser, car on n'a qu'un seul intérêt dans la vie, c'est de porter des solutions à nos patients. Et devant le nombre de patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil, je ne pense pas qu'on va, suite à cette technique chirurgicale, provoquer la faillite des prestataires de services.